se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que ça fait très longtemps que je n'ai pas faite, c'est-à-dire une vidéo Q&A. Je vous ai demandé sur Instagram et sur YouTube si vous aviez des questions pour moi. Je vais aussi en profiter pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne cette semaine. On a eu comme une vague de nouvelles personnes, donc je suis ravie de vous accueillir. Je pense que ça va être une très bonne vidéo pour qu'on apprenne un peu à se connaître. Voilà, donc j'ai tout noté dans mon agenda. Alors avant qu'on commence, installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque, c'est parti! Première question, c'est as-tu l'intention de faire un livre ou un PDF payant sur le tricot intuitif? Très bonne question. La réponse courte, c'est oui, j'ai l'intention un jour de faire un livre ou même des e-books. Écrire des livres, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de mes désirs, de mes envies. J'aimerais beaucoup faire un livre de tricot, j'aimerais beaucoup faire un livre de lifestyle aussi. Tu sais, comme une espèce de gros bouquin à couverture rigide dans lequel il y aurait mes photos, des méditations, des écrits, des histoires, des souvenirs, des archives. Un espèce de gros livre sur comme mon rapport à la vie, qu'est-ce que j'aime, mes valeurs, avec comme toute une immersion visuelle. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais je pense que c'est un projet qui est trop ambitieux pour l'instant, puis pour où j'en suis avec mes plateformes. J'aimerais aussi évidemment faire des livres de patrons, c'est quelque chose que j'adorerais. Je trouve que les livres de Laine Magazine sont super beaux. J'aimerais ça faire des livres sur le tricot intuitif, plus spécifiquement, pourquoi pas. Je pense que c'est le genre d'idée qui viendrait avec un livre sur comme le lifestyle scolaire, comme je le pense. Sinon, des e-books, c'est aussi dans mes plans. Évidemment, c'est un peu plus réaliste parce que j'ai accès à les faire moi-même. Ça va sûrement venir. Je pensais peut-être faire des e-books sur comme comment vlogger, comment je pense la caméra, comment je pense les images pour un peu aussi donner un soutien technique aux gens qui veulent commencer. Mais ça aussi, j'ai l'impression d'être encore un peu tôt dans ma carrière, si on veut, de youtubeuse là, pour lancer ce genre de projet-là. Sinon, des e-books de patrons, c'est pas quelque chose qui me parle pour l'instant parce que je préfère lancer les patrons un à un. C'est énormément de travail, un livre, que ce soit un e-book ou pas. Fait que c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse en étant encadrée et en étant comme soutenue là, d'une manière ou d'une autre. Quelles sont tes études, chemin de vie et comment tu en es venue à l'artisanat? Donc moi, j'ai fait des études en musique classique. J'ai étudié en musique toute ma vie. J'ai étudié le violon. À 10 ans, j'ai changé pour le violon alto. J'ai étudié au conservatoire. J'ai quitté le conservatoire à l'âge de 20 ans. Je suis ensuite allée à l'École nationale de la chanson de Granby. Quand j'étais au conservatoire, j'étais passionnée par la composition, l'harmonie, le contrepoint. C'était vraiment des choses qui m'intéressaient et je me suis mise à m'intéresser à la chanson rapidement. Puis j'ai intégré un peu mes notions de musique classique dans ma composition de chansons, fait que ça a comme créé un style un peu original. Je suis devenue passionnée par la chanson française sous toutes ses formes. Quand j'avais 20 ans, j'étais fan de Gainsbourg, de Jacques Brel. J'écoutais tous ces grands chansonniers. J'étais très nostalgique, romantique. Là. Je pense que c'est pas trop étonnant. Donc, je suis allée à l'École nationale de la chanson en voulant faire ça, de la chanson dans la vie de la composition, mais j'étais pas quelqu'un d'organisé, j'étais pas ordonnée, j'étais très chaotique et j'étais peu travaillante. Ça n'a pas fonctionné, évidemment, parce que quand on travaille pas, il y a rien qui arrive, là. C'est comme un peu logique, surtout pas dans les domaines culturels. Tout ça m'a conduit à me rediriger tranquillement pas vite en histoire de l'art à l'UQAM, où j'ai fait un baccalauréat et une maîtrise. J'ai ensuite commencé un doctorat que j'ai quitté l'année passée, donc en 2025. En juin 2025, j'ai arrêté officiellement mon doctorat. L'enjeu était principalement financier et temporel, donc j'ai arrêté. Je l'ai expliqué dans un substack que je pourrais vous mettre dans la barre de description, là, mais j'ai arrêté pour plein de raisons. C'est pas juste parce que j'avais plus le temps, c'est aussi parce que j'étais plus investie dans mon projet, mais aussi dans le projet de l'université, là, plus globalement. Fait que c'est ça mon chemin, là. J'ai commencé à tricoter en fait, quand j'étais à la maîtrise, rapidement, je me suis dit que le tricot devait prendre une place dans ma vie. Je me souviens me dire la phrase « J'ai jamais autant aimé quelque chose que le tricot ». Puis comme j'étais très perdue par rapport à ma démarche de carrière, comme j'étais vraiment pas quelqu'un qui avait comme des ambitions claires de travail, je me disais naïvement « Je veux trouver une manière que le tricot, ce soit ça ma job ». Parce que j'aime aucun job, j'aime aucun travail. Tu sais, j'ai fait plein de jobs alimentaires, comme on dit au Québec, là, comme des emplois qui ont comme objectif de comme juste payer mon loyer. J'en ai fait une tonne et je fonctionne très, très mal dans ces systèmes-là. Je me suis fait renvoyer de partout. J'ai de la misère avec l'autorité. Puis on dirait que vu que j'étais quelqu'un qui était dans un milieu culturel, j'ai jamais eu le flash que
la manière que j'allais bien performer, moi, c'est quand j'allais être ma propre boss. Si j'avais su, j'aurais peut-être fait un autre chemin, mais bon, on sait pas. Puis finalement, c'est tout ce parcours-là qui m'a conduit à faire YouTube maintenant, puis à être capable de bien mener ma plateforme YouTube, parce que finalement, j'ai découvert quelqu'un qui était très ambitieux, puis très à son affaire et tout. Fait que c'est comme un changement de paradigme complet. Mais je suis vraiment contente de ça. Puis avec le temps aussi, ce que j'ai découvert grâce à YouTube, puis dans la dernière année, c'est que j'ai une passion fulgurante pour la vidéo. Donc, pas juste pour le fait de créer du contenu, de m'asseoir devant la caméra et de vlogger. Ça, j'ai tout le temps su que j'aimais ça, notamment à cause de la musique, mais aussi le fait d'être derrière la caméra, donc d'avoir une caméra dans les mains. C'est quand même cohérent avec mes études en histoire de l'art parce que j'ai comme une sensibilité à l'image qui se manifeste finalement et qui revient dans mon rapport à la vidéo. Puis c'est pour ça que je prends autant plaisir à faire des vlogs pour Alexandre, que je prends aussi là, de plus en plus des petits contrats derrière la caméra pour faire plus du corpo, pour faire comme des projets qui sont pas du tout pour moi. Ça m'assure aussi une forme d'autonomie dans mon emploi parce que si jamais demain matin YouTube ferme, Instagram ferme et j'ai plus de communauté, bien, je vais avoir des compétences qui vont me permettre de travailler autrement. Mes essentiels sur une semaine, donc la routine, la famille, l'alimentation, etc. Mes essentiels, moi, c'est du temps pour moi, donc du temps toute seule et de l'espace, comme du temps pour rien faire, créer, penser. Il y a beaucoup de la création, je trouve, qui se passe dans les temps morts, dans les moments de silence, dans les moments d'errance aussi. Le fait de s'ennuyer, tu sais, de ne pas savoir quoi faire. Je trouve que c'est des temps, des points-virgules qui sont très importants dans une routine, mais ça ne veut pas dire que j'ai accès toutes les semaines à ça, au contraire. Sinon, au niveau de tout ce qui est la routine, je suis extrêmement routinière. Fait que j'ai besoin de ma routine de sa personne qui ressemble toujours à la même chose. Là. Genre, je me lève vers 7 heures du matin, je déjeune, je fais du café. Bien, vous la connaissez parce que je vlog toute ma vie, mais je bois du café. Souvent, je vais faire du montage des courriels le matin. Ça dépend de mes plans de la semaine, mais comme je travaille beaucoup de la maison, là, fait que c'est sûr que mon horaire change quotidiennement selon ce que j'ai à filmer ou à produire ce jour-là. Mais c'est comme une espèce de routine un peu boring, finalement, qui ressemble probablement à toutes vos routines de travail. Mais moi, j'aime ça. Puis souvent, je finis de travailler vers 18h. Je fais à manger, puis on écoute la télé ou on fait du dessin, puis on va se coucher. C'est pas mal ça tous les jours. Sinon, le dimanche, très important, on fait le ménage le matin. L'après-midi, on enregistre un podcast, puis après ça, on met ça en ligne. C'est comme un autre élément de routine qui est très important. Tu sais, le ménage du dimanche, c'est comme le reset de comme remettre la maison à neuf. Ça, c'est full important pour moi. On lave le lit, tu sais, on brasse les énergies pour recommencer la semaine. Je me suis jamais détachée du rythme très fonctionnaire des semaines, donc du lundi au vendredi. On travaille comme 9 à 5, puis c'est comme le train-train. La fin de semaine un peu plus relax. Puis le dimanche, il y a comme un aspect, une charge symbolique pour moi de comme on se calme un peu les nerfs, on replace la maison et on repart. J'aime aussi beaucoup passer du temps avec mes chats. Tu sais, quand j'ai pas vu beaucoup mes chats, je me sens pas bien. J'aime ça être avec ma famille. Boutique must pour se procurer de la laine. Bonne question. Je ne sais pas quoi dire. Je suis dans un moment, je vais sûrement avoir l'occasion d'en reparler avec les autres questions, mais je suis vraiment dans un moment de crise créative présentement. Je n'ai pas d'inspiration. Toutes les laines qui m'intéressent sont inaccessibles, donc sont soit en Europe, sur des sites obscurs norvégiens ou aux États-Unis. Puis là, les colis passent pas, puis il y a comme un enjeu aussi de commander aux États-Unis. Là, c'est pas le meilleur moment pour ça. Je regarde tous les sites là, ces temps-ci, toutes les boutiques canadiennes, là, je les passe en boucle, puis on dirait qu'il y a rien qui vient me chercher. C'est comme un drôle de moment pour me poser cette question-là. Mais sinon, les boutiques que j'aime bien fouiner là-dessus, il y a Knitting Loft, un classique, il y a Fiafia Yarns, Witchcraft à Montréal qui a l'air d'avoir des belles affaires. Mais je suis pas allée sur place, mais sur le site, il y a l'air d'avoir des laines intéressantes. Mais souvent, je trouve qu'il manque comme une variété. Je trouve qu'on voit beaucoup les mêmes choses. Puis j'avais formulé un peu cette idée-là quand j'ai fait ma vidéo sur le Festival Twist. Puis c'est pas un reproche nécessairement. Je pense que ça répond à des besoins, ça répond à plein d'enjeux qui dépassent là, le cadre de cette vidéo. Mais je ressens présentement une espèce de fatigue de voir tout le temps la même chose. Puis je sais plus vers quoi me tourner. Pendant longtemps, je tricotais quasiment uniquement avec la Gilliatt de Dererum Natura. Après ça, je me suis tournée vers la Pyrgine, qui est un fil que j'ai beaucoup aimé, mais qui présente une grande instabilité de couleur en couleur. Puis moi, cette
ce manque de confiance, ce bris du lien de confiance. J'en ai parlé dans ma vidéo sur tout ce que j'ai tricoté dans l'année 2025. Mais ce bris de confiance m'empêche de continuer à commander cette laine-là. Puis il y a d'autres fils que j'aimerais essayer, mais qui sont, comme je vous dis, là, complètement inaccessibles. Fait que je continue d'attendre un coup de grâce. L'année passée, j'ai découvert la Peace Fleece, puis ça m'a un peu brisée. Puis là, j'attends un nouveau coup de foudre. Mais si vous avez des recommandations de boutiques que vous aimez beaucoup, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Évidemment, il y a toutes les boutiques à Montréal. Là, je vais souvent fouiner chez Biscotte, je vais souvent comme traîner dans des places. Mais il n'y a pas une boutique que je peux penser là, qui est comme ma place préférée. Là. Suggestion pour débuter le tricot. J'ai comme la suggestion la plus plate au monde, mais c'est de juste commencer le tricot. Je pense qu'on est beaucoup dans ce bateau, puis je comprends parce que j'étais là aussi avant de commencer. On en fait une montagne, on en fait tout un plat. On essaie, en fait, souvent ce qui se passe, je pense, quand on connaît pas quelque chose, que ce soit le tricot ou autre forme d'artisanat, quand on ne connaît pas ça, on essaie de le maîtriser avant de commencer. Puis quand on pense à des pratiques qui sont artisanales, donc qui relèvent du faire, du geste, on ne peut pas appréhender le geste. On peut pas le contrôler avant de se lancer. Fait que toute l'expérience puis la connaissance que vous allez vous faire, vous allez la faire par le geste. Sauf que quand on essaie trop de rendre ça cérébral, quand on essaie trop de passer par le rationnel pour comprendre, bien, on s'éloigne de l'expérience qu'on aurait à gagner finalement si on faisait juste se lancer. Fait que mon premier conseil, c'est que le plus rapidement possible, affrontez vos peurs, lancez-vous et juste commencer. Après, c'est un peu vague, j'en suis consciente. Fait que est-ce que vous pouvez vous poser des questions comme est-ce que vous pensez que vous allez être en mesure d'apprendre avec Internet ou vous voulez un vrai professeur? Est-ce que vous voulez commencer avec des patrons? Est-ce que vous voulez commencer très intuitivement puis juste vous lancer puis pas savoir ce que vous faites au niveau de l'objet? Toutes ces questions-là méritent d'être répondues. Ça peut être des choses que vous contrôlez d'ailleurs. Donc, c'est quoi le cadre d'apprentissage que vous allez avoir? Si c'est en ligne, est-ce que vous voulez payer pour des cours avec quelqu'un, donc avoir un soutien personnel, ou vous voulez vous lancer avec des tutos un peu random sur YouTube, quel genre d'enseignement vous voulez. Tout ça, là, ça peut être intéressant de venir un peu cibler quel genre d'apprenant vous êtes, donc dans quel contexte vous apprenez le mieux, de quoi vous avez besoin pour comprendre, puis dans quel contexte aussi vous allez être confortable. Parce que le tricot, je sais qu'on le dit tout le temps, puis c'est vrai, ce n'est pas compliqué, mais c'est très intimidant. Puis il faut être dans des bonnes dispositions pour bien apprendre, pour bien le maîtriser, puis pour bien lancer, si on veut, sa pratique du tricot. Donc, toutes ces questions-là vont vous permettre de délimiter un peu dans quelle base, dans quel contexte vous allez commencer votre apprentissage. Puis à partir de là, bien, vous allez pouvoir vous ajuster. Parce qu'évidemment, ça ne veut pas dire que tout de suite, vous allez connaître vos préférences. Mais juste de commencer, bien, au moins, vous allez avoir une base sur laquelle faire des décisions pour l'avenir. Comment persévères-tu quand tu ne te sens pas bonne dans un hobby? Ça résonne pas mal avec ce que je viens de dire. Hein? Moi, j'ai un peu écarté ces notions de performance de mon rapport à l'artisanat, mais ce serait mentir de dire que ça revient jamais. C'est faux. La couture, c'est vraiment un bon exemple parce que c'est vraiment comme un artisanat dans lequel je ne performe pas à répétition. Je suis vraiment pas tant douée en couture. C'est pas naturel pour moi. En tout cas, pas comme l'a été le tricot. Puis je sais qu'il y en a pour qui c'est l'inverse dans mes abonnés qui m'écrivent souvent que pour elles, le tricot, c'est comme un casse-tête qu'on n'arrive pas à mettre les morceaux. Moi, ça me fait ça, la couture, alors que le tricot, c'était comme super fluide, mon apprentissage. J'étais comme, ah ben oui, ça fait... Tu sais, pour moi, ça faisait du sens, alors que la couture, non. Ce que je me dis, parce que c'est un bon exemple, mais ce que je me dis, c'est que, j'ai vraiment pas les meilleurs outils. Donc, j'ai pas la meilleure machine. Souvent, je prends pas le temps de connaître mon tissu, de le comprendre. Mon fil est tout croche. J'ai pas pris le temps de comprendre ma machine. Donc, il y a tout ce côté-là que j'essaie d'être franche avec moi-même que ça m'appartient. Puis, il y a tout un côté qui m'appartient pas, notamment le fait que ma machine à coudre va très, très mal. L'autre chose que je me dis, et c'est ça qui est important, c'est que tant que j'en fais pas beaucoup, donc à répétition, je vais pas m'améliorer. Fait que souvent, j'essaie juste de me positionner de manière réaliste dans la courbe d'apprentissage. C'est ça qui me permet de relativiser puis de prendre ça en riant au lieu de prendre ça en pleurant. Parce que des fois, ça peut vraiment être confrontant de pas comprendre. Devant l'incompréhension, je pense qu'on se désorganise tous et toutes. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas rien de grave qui peut arriver quand on comprend pas trop le tricot ou la couture. C'est juste de prendre le temps de s'asseoir. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de tout décomposer aussi. J'ai besoin de comprendre chaque micro-élément pour vraiment être en mesure, après ça, de
de gagner de l'expérience puis du savoir par rapport à un artisanat. Puis c'est comme ça que j'ai appris le tricot, en décomposant chaque petite affaire puis en accumulant énormément de données aussi, en prenant beaucoup de notes sur les fils que j'essayais, sur la manière dont les fils réagissaient. En accumulant toutes ces données-là, je finis par avoir comme une bonne idée de tel fil, comment il va réagir, tel fil, comment, avec quelles aiguilles je peux le tricoter, tel fil va avoir quelles caractéristiques, etc., etc., etc. Donc, de beaucoup s'informer, ça peut aussi être une manière d'avoir un meilleur sentiment de contrôle. Si techniquement, t'es pas à ton meilleur, ben, t'as au moins un outil théorique pour essayer de mieux le comprendre. J'ai appris le tricot avec ma mère, qui m'a appris en 2019, au mois d'août 2019, dans l'arrière de la voiture en sortant du Walmart, qui est une grande chaîne de magasins ici. J'ai raconté l'histoire souvent, mais j'ai juste appris parce que j'écoutais le podcast de Fil et Fleurs, qui était un podcast de tricot dans le temps. Et j'écoutais le podcast tricot de Gabrielle en ne tricotant pas une seule maille et je capotais sur tout ce qu'elle faisait. Je trouvais ça tellement beau. Je voulais tellement les vêtements qu'elle montrait que je me suis dit, bon, ben j'ai pas le choix, il faut que je me lance parce que ma mère, elle peut pas tout me tricoter ça. Fait que j'avais appelé ma mère puis j'étais comme, là, maman, là, ça y est, il faut que je tricote. Puis moi, je viens vraiment d'une famille de tricoteuses, donc j'ai vu mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère tricoter. En quelque part, c'était comme dans mes cartes, si on veut. Et ben ça l'a été pour vrai, finalement, parce que j'ai commencé à tricoter et je pense qu'une semaine après avoir commencé, c'était terminé, là. J'étais comme, c'est ma vie. Voici ma vie. Fait que c'est ça. Est-ce que vos chats peuvent sortir dehors? Comment ont-ils pris le déménagement? Non, mes chats ne vont pas dehors pour plein de raisons. Parce qu'il y a des loups, parce qu'il y a des coyotes, parce qu'il y a des bêtes dehors, parce que je mourrais. Il y a peut-être un enjeu d'égoïsme, je sais pas, mais on s'assure on les fait jouer beaucoup, sont très, très, très occupés, là. On passe énormément de temps avec eux, on les distrait, ils ont des millions de jouets. Alexandre est un père de chats extraordinaire qui passe son temps à distraire les chats, à jouer avec eux. Il peut jouer pendant des heures avec les chats. Puis pas juste comme brasser un bâton, là, genre ils jouent vraiment, il y a comme des interactions. Fait qu'on s'assure comme ça que les chats ne s'ennuient pas. Parce qu'évidemment, ce serait difficile pour moi de les voir un peu tourner en rond, puis c'est sûr que j'y penserais peut-être plus. Et encore, je pense que si j'avais à les envoyer dehors, je leur mettrais 25 GPS chacun dessus. Puis je les suivrais partout, là, comme j'aurais bien de la misère. Je suis vraiment anxieuse avec mes chats. Ils ont été malades. J'ai tout le temps peur qu'il arrive quelque chose. Fait que s'ils étaient dehors, je pense que je pourrais pas full fonctionner au quotidien. Et je le dis sérieusement. J'aurais tout le temps... je serais pas capable de dormir s'ils sont dehors, etc., etc. Fait que j'essaye de contrebalancer ça en m'occupant vraiment bien d'eux, en m'assurant qu'ils ont tout ce qu'il faut dans la maison. C'est super grand aussi chez moi. Fait qu'ils ont de la place pour... Ils courent partout. Puis tu sais, ils ont beaucoup de zoomies. Ils ont beaucoup d'excès de folie. Fait que ça montre quand même que c'est des chats qui sont heureux puis qui ont un bel environnement. Ce qui me permet de répondre à la deuxième partie de la question qui était comment ils ont pris le déménagement. Très, très, très bien. Adélard, notamment, qui est mon chat gris, est devenu comme un autre chat. On les a vus comme s'épanouir et changer complètement de personnalité. Adélard, il est beaucoup moins nerveux, beaucoup plus ouvert. Maintenant, il vient voir les gens, il vient voir la visite. Il a commencé à grimper sur Alex, à se laisser flatter vraiment beaucoup. Il se couche tout le temps les quatre pattes en l'air alors qu'il faisait pas du tout ça quand on habitait à Montréal dans notre appartement. Au début, ça a été dur pendant à peu près 7-8 jours. Là, Adélard, il était traumatisé, il voulait pas sortir. Rapidement, ils se sont adaptés, puis maintenant, je pense que ça fait partie de leur routine, puis ils sont très, très, très bien. Peux-tu parler de ton parcours de sobriété? En 2020, donc le 1er janvier 2020, je suis devenue sobre, c'est-à-dire que j'ai cessé toute consommation d'alcool. Je prenais surtout de l'alcool à outrance. Je sais que ça étonne parce qu'on a souvent le portrait de l'alcoolisme comme celui d'un vieil homme avec un gros nez rouge, alors que l'addiction à l'alcool a plusieurs visages, plusieurs formes et que ça veut pas... En tout cas, bref, c'est pas parce que... Tu sais, moi, j'étais à la maîtrise et tout, mais j'avais quand même un problème d'alcool. Je buvais des quantités astronomiques et surtout, j'étais dépendante physiquement, donc dans le sens que je pouvais pas ne pas boire. J'avais pas accès à ne pas boire, ce qui est quand même un signe d'addiction. J'ai une nature extrêmement excessive et addictive, donc à toutes les substances en général. Il faut que je fasse très attention. Puis avec l'alcool, ben j'ai pas fait attention parce que c'est quand même socialement accepté
de boire, donc c'est comme quelque chose qui passe assez bien. J'ai arrêté le 1er janvier après plusieurs mois de tentatives et le 1er janvier 2020, ça a collé, donc j'ai arrêté de boire. J'en suis à ma 7e année aujourd'hui. C'est arrivé pendant la COVID, ce qui pour moi a été vraiment une chance parce qu'à ce moment-là, j'étais extrêmement bien entourée et ça m'a un peu coupé des contextes dans lesquels je buvais, c'est-à-dire d'aller dans des parties, d'aller dans les bars, de sortir beaucoup, de voir beaucoup d'amis, de voir beaucoup de monde. Le fait que la pandémie est tombée, ça m'a comme isolée, mais ça m'a pas isolée d'une manière négative, ça m'a isolée d'une manière positive avec des gens qui étaient à ce moment-là extrêmement sains pour moi, extrêmement gentils, protecteurs, etc. Donc ça a vraiment bien tombé pour moi. Puis je pense que cette année-là de pandémie m'a permis de créer des bases puis de commencer un processus de guérison qui s'achève, j'ai l'impression, là, présentement, tu sais, avec tout ce que ma vie est en train de devenir, j'ai l'impression que c'est grâce à la sobriété, à tout l'espace que ça a dégagé, non seulement dans ma personnalité, mais aussi dans mon environnement. Comment fais-tu pour gérer le lien à tes abonnés en dévoilant autant de ton intimité? Ça, je trouve ça très intéressant parce que je pense que c'est les enjeux de relations parasociales, OK? C'est vraiment intéressant, tout en étant très nouveau, très difficile à comprendre, je pense très difficile à analyser aussi. Je pense que quand on a l'impression qu'une personne nous dévoile en ligne son intimité, on est un peu dans l'erreur parce que mettons, toute ma vie, là, sur mes 24 heures de journée, là, vous en voyez peut-être 10-20 minutes, même pas, j'ai un contrôle de mon narratif qui, moi, me protège, me garde en sécurité. Je me mets jamais vraiment à nu. Je suis jamais dans une position de vulnérabilité extrême quand je me présente devant la caméra ou quand je fais un vlog ou quand je fais un Q&A comme ça, je contrôle l'information qui est partagée. Tout ce que je vous dis, je suis très à l'aise de vous le dire. Je dévoile pas mon intimité, en fait, à aucun moment de mes vidéos. Puis c'est normal qu'on ait cette impression-là avec des créateurs et des créatrices qu'on aime parce qu'on finit par développer un lien qui est sincère, qui est réel. Puis je le vis aussi comme spectatrice de gens que j'admire et que j'aime. Après, ça veut pas dire que je suis pas vraie devant vous puis que je suis différente dans la vraie vie, vraiment pas, mais il y a comme toute une composante de ma vie à laquelle vous avez pas accès et à laquelle vous n'aurez pas accès. Puis c'est normal parce que je mettrai pas une caméra dans le coin de la maison puis ça va être ça mon vlog que vous regardez ma vie, là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment important, je pense, de toujours le garder en tête. Puis même moi, je me le dis des fois quand j'ai tendance à m'emporter ou à tomber justement dans des rapports plus parasociaux un peu bizarres, de me rappeler un peu, de me ramener sur le plancher des vaches. Par rapport à ça, le lien avec les abonnés, c'est genre assez bien. La seule affaire que je trouve plate, c'est que plus ça grossit, moins j'ai la capacité de répondre. Ça, c'est comme, je pense que c'est un enjeu comme générique, là. C'est drôle parce que j'ai tout le temps eu ce rêve, entre guillemets, d'avoir une plateforme. Quand je faisais ma préparation pour ma vidéo de tout ce que j'ai tricoté en 2025, j'ai fini par remonter dans mes photos vraiment loin. Puis ça m'a rappelé des souvenirs de commencer mon compte tricot. Puis je me souviens que sur Instagram, je postais comme si j'avais 40 000 abonnés, là. Puis j'avais genre 226 abonnés, mais pour moi, c'était très sérieux dès le départ. Fait que j'ai tout le temps eu ce souhait d'avoir une communauté en ligne. Et je me souviens de me dire, si ça m'arrive, si j'ai cette chance, je vais répondre à tout le monde. Parce que des fois, j'écrivais à des créatrices qui me répondaient pas, puis ça me blessait. Puis je me disais, c'est pas vrai que moi, je vais faire ça si ça m'arrive. T'sais. Moi, je vais répondre à tout le monde. Finalement, je manque tellement de messages. Puis ça, c'est l'affaire qui me rend triste parce que des tellement beaux messages, des fois, que soit je vois pas parce qu'ils s'en vont. Sur Instagram, en fait, il y a comme des catacombes, là. On a la boîte de messages régulière, mais il y a des demandes de messages, puis il y a une autre boîte cachée, puis dans la boîte cachée, il y a une autre boîte cachée, OK? Et je sais pas pourquoi, puis je sais que je suis pas la seule, mais des fois, il y a des messages qui n'apparaissent pas. Donc, même si tu vas voir plein de fois dans ces boîtes-là, tu actualises, les messages, ils restent cachés. Puis à un moment donné, je vais actualiser, j'ai 48 messages qui datent de 4 mois. Il y a comme un enjeu avec Instagram, premièrement, qui est vraiment pas clair. Puis c'est pour ça, je pense que souvent, les créateurs, créatrices vont dire pas de DM parce qu'on les perd. Il n'y a pas vraiment de manière de classer, fait que des fois, c'est comme une journée que je fais une story particulièrement qui va générer beaucoup de réactions, mais là, je me retrouve avec comme plein de messages qui sont emplis les uns par-dessus les autres. Je sais plus qui j'ai ouvert, je sais plus à qui j'ai répondu, blablabla. Mais là, je me plains pas, là, c'est vraiment juste comme ce qui se passe. Je pourrais mieux gérer, là. Puis les courriels aussi, je parle le fil. Ça, c'est sur mes résolutions cette année de faire attention à ça. J'essaie de répondre le plus possible aux courriels, mais je les perds. Fait que là, un de mes plans, c'est de diviser, en fait, le soutien technique avec mes courriels de collab, avec d'autres choses. Fait que ça va peut-être aider à garder le contrôle.
Peux-tu raconter ta rencontre avec Alexandre? Je l'ai raconté très souvent, alors je vais faire vite. Alexandre et moi, on s'est rencontrés sur une application de rencontre qui s'appelle Tinder. C'est plate, hein? C'est la vérité. On s'est rencontrés, ça a été un coup de foudre, on a passé une date qui a duré genre 10 heures dans un parc et rapidement, on était comme un couple. Et moi, j'étais pas une personne très couple, mais il s'avère que Alexandre était pour moi. Atelier du dimanche. J'ai eu des tonnes de questions sur l'Atelier du dimanche, qui est le podcast que j'ai avec Alexandre, qu'on sort tous les dimanches. On a pris une pause de comme 6 mois l'année passée parce que quand on a commencé le podcast en février dernier, notre but, c'était que ce soit un petit projet sur le side. Puis l'année passée, là, en janvier-février, Alexandre et moi, on n'avait aucun contrat. On avait à peine une perspective d'avenir. Et on essayait des affaires. On était en mode canne à pêche. Donc, qu'est-ce qui va mordre? Qu'est-ce qui va arriver? Puis finalement, l'année a été vraiment enrichissante sur ce point de vue-là. Et on a appris plein d'affaires. Puis on a vraiment comme développé nos plateformes. Puis on a développé notre style. On a développé nos goûts, nos désirs. On a compris mieux aussi qu'est-ce qu'on faisait, comment on se positionnait, blablabla. On s'est professionnalisé. Le podcast est devenu, à un moment donné, comme un peu dans les jambes par rapport à ça. On n'avait plus le temps, on n'avait plus l'envie, on savait plus quoi dire, on savait plus à qui on parlait. Et on a décidé de prendre une pause, ça nous a fait beaucoup de bien. On a essayé de revenir un peu, mais ça n'a pas marché. C'était beaucoup une question de workflow. Donc, cette question de la fluidité dans le travail, vous savez, quand tu veux, par exemple, lancer l'enregistrement, mais il fallait tout nettoyer la maison, il fallait installer les micros, il fallait trouver les micros, il fallait changer. Là, on s'est rendu trop de charge mentale, en fait. C'est juste ça. Fait qu'on s'est enlevé ça. Puis là, finalement, récemment, on s'est dit, crème, on a tellement changé, on a tellement comme un nouveau beat de travail qui est plus intéressant parce qu'on est devenu meilleur à notre job, veux pas. Peut-être qu'on pourrait réessayer. Puis tu sais, moi, je me souviens, j'enregistrais les podcasts, là. J'étais détruite à la fin, tellement j'étais fatiguée parce que ça s'apprend. Tu sais, parler en public pendant 1h30, là, c'est 1 heure qui s'apprend. Au début, j'étais plus capable, ça me fatiguait trop. Alors que là, j'ai mieux compris comment le faire. Puis on a vu la différence parce qu'on a recommencé les enregistrements et là, ça va vraiment bien, ça se passe super bien. On aime faire le podcast, on se met pas de pression. Il est enregistré ici avec notre matériel. J'ai aussi une bien meilleure caméra que ce que j'avais à l'époque, fait que ça aide aussi au workflow, justement. Fait que oui, on va continuer de le faire. C'est ça la grosse question de si il allait revenir. Je sais que le podcast, il plaît beaucoup. Puis honnêtement, quand on l'a commencé, on pensait avoir entre 200 et 500 vues par vidéo. Là. On pensait pas avoir les écoutes qu'on a finalement. C'est un projet qui plaît beaucoup. On s'en fait beaucoup parler. Puis on aime le faire. Donc, on est content d'avoir trouvé comme une formule qui nous permet de continuer à produire ces épisodes de podcast. Ce qui a changé en toi depuis le déménagement. Je dirais tout et rien. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que mon déménagement à la maison m'a permis de devenir la personne que moi, j'étais dans ma tête. Est-ce que ça va avoir l'air un peu fou, peut-être? J'arrivais pas à être moi-même à Montréal pour plein de raisons, puis que le déménagement m'a permis de devenir plus sérieuse, plus claire, plus concrète aussi par rapport à ce que je veux. Et tout ça a été extrêmement bénéfique. Puis finalement, ben tout a changé. J'ai l'impression d'être une autre personne. Mais comme je vous dis, c'est en même temps d'être extrêmement cohérente avec qui j'ai toujours été dans ma tête. As-tu des suggestions pour commencer YouTube? J'en ai plein. C'est un peu comme commencer le tricot, c'est-à-dire de se lancer. Mais avec YouTube, ça dépend. Parce que ma première question, ce serait « Qu'est-ce que tu veux avec ta chaîne YouTube? » Donc, c'est la première question, je pense, qui vaut la peine d'être répondue, soit envers soi. Qu'est-ce que je veux avec cette chaîne? Est-ce que vous voulez le faire comme un passe-temps récréatif qui ne va pas nécessairement vous rémunérer ou vous amener des opportunités, ou au contraire, vous avez envie que cette chaîne se professionnalise, vous avez envie de prendre ça au sérieux et vous avez envie de construire une communauté autour d'enjeux, etc. Première chose, parce que ça va dangereusement orienter ma réponse, c'est-à-dire que si vous avez une visée très récréative, donc de créer une communauté ou de connecter avec des gens du milieu dans lequel vous êtes, que ce soit le tricot, la couture, etc., ben juste lancez-vous et amusez-vous. Si vous avez des envies professionnelles, ce que moi j'avais quand j'ai commencé, lancez-vous de la même manière, amusez-vous, mais informez-vous. Donc ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine d'être très au courant de qu'est-ce qui se passe sur YouTube en ce moment, comment la plateforme fonctionne. Ça vaut la peine de juste comme ouvrir ses oreilles et de prendre le pouls de ce que ça représente comme
comme contenu. Comprendre les mécanismes de la création de contenu. Comprendre comment l'algorithme lui-même fonctionne pour que vos vidéos soient référencées, blablabla, blablabla. Donc, de comprendre les structures, de vous informer sur les meilleurs logiciels de montage, d'apprendre à faire du montage, tranquillement, pas vite, d'augmenter la qualité de vos vidéos. Je pense pas que c'est nécessaire, je pense vraiment pas que c'est nécessaire de commencer avec des grosses caméras puis la grosse affaire, blablabla. Je pense que vous pouvez vous en sortir avec pas grand-chose au début. Quelque chose à dire, un peu de charisme, un cellulaire, là, c'est parti. Là. Vous pouvez faire longtemps là-dessus. Mais de juste comprendre ce que vous faites, savoir ce que vous voulez faire, ce serait ça mon conseil, parce qu'à ce moment-là, ça va orienter vos objectifs, ça va orienter le style de contenu que vous allez faire. Informez-vous. C'est ça mon conseil. Je pourrais faire des vidéos un peu plus approfondies là-dessus si jamais c'est des enjeux qui vous intéressent, parce que moi, je suis absolument passionnée par le marketing d'influence et j'écoute tellement de contenu là-dessus. Je pourrais en parler longuement et particulièrement du cas du Québec parce que au Québec, si vous êtes au Québec, c'est difficile d'appliquer ce que vous entendez en anglais sur le Québec, mais c'est intéressant de comprendre comment YouTube fonctionne en anglais pour faire travailler sa plateforme en français. Mais là, je vais pas m'étendre là-dessus parce que la vidéo, elle va durer 4 heures pour de vrai. J'ai reçu cette question beaucoup de fois. J'étais comme... J'ai trouvé ça drôle. Vas-tu faire une collab avec Colline? Fait que ça, je sais pas. Je trouve ça cute. Je sais pas quelle collab on ferait, moi et Colline, à part tricoter une à côté de l'autre. Mais ça m'a bien fait sourire. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Es-tu déjà venu en France? Veux-tu y venir ou y revenir? Je ne suis jamais allée en France. J'ai jamais voyagé vraiment, en fait. J'ai jamais pris l'avion pour aller en Europe. Le seul voyage que j'ai fait, c'est à Cuba quand j'avais 16 ans. J'étais allée dans une école de musique à Cuba. Fait que c'est mon seul voyage que j'ai fait. Sinon, je n'ai jamais repris l'avion. Je veux pas voyager. J'ai pas envie. Genre, j'aimerais ça me téléporter. J'aimerais ça juste être ailleurs, comme ça, en claquant des doigts. Je veux pas l'organisation qui vient avec un voyage. Ça m'angoisse. Je comprends pas l'idée. Mais sinon, j'aimerais beaucoup aller en France. Sauf que je pense que moi, la manière que je vais voyager dans ma vie, c'est si j'ai des raisons de voyager. Je vais pas juste aller quelque part, me promener. C'est impossible. Fait qu'il faudrait que j'aille une raison. Fait que si j'avais une opportunité ou je sais pas quoi, là j'irais. Mais sinon, je penserais pas... voyager, j'ai pas envie non plus de voyager sur un budget là, en étant tout le temps stressée de comme est-ce que parce que présentement si je partais en voyage ce serait ça là, j'aurais même pas les moyens de manger là, fait que je suis comme à quoi bon, ça me tente pas. J'aime mieux investir sur ma maison, j'aime mieux investir sur des trucs pour mon artisanat, pour mon entreprise que de partir en voyage. Mais bon, je suis pas fermée, c'est pas parce que je veux pas objectivement. Tes youtubeurs coup de cœur du moment. C'est drôle parce que j'écoute assez peu de contenu tricot, j'imagine que la majorité des gens qui m'écoutent, c'est ce que vous devez consommer. Mais moi, je me suis trop tannée, je pense. J'en ai tellement écouté là, des podcasts tricot. Là. Je pense que je suis plus capable. Je pense que j'aime le contenu vlog. J'adore les vlogs. J'adore les vlogs cinématiques. Comme j'aime les vlogs quand ils ont une direction artistique dedans, quand il y a une attention qui est faite au plan, quand il y a une belle image, une belle qualité, quand il y a une direction. Là, je pense que c'est vraiment ça. J'aime beaucoup Becca Watson, j'aime beaucoup All the Feral Founds, j'aime beaucoup Colline, j'écoute toutes ses vidéos, même si c'est pas nécessairement des vlogs, j'aime beaucoup ses vidéos. Cinégramme en couture, j'aime beaucoup, mais tu sais, elle a fait un truc très hybride entre justement lifestyle et artisanat. Sinon, en fait, ce qui se passe, je pense, c'est que quand t'aimes quelque chose puis ça devient ta job, mais tu perds un peu d'intérêt. Je pense que c'est normal parce que maintenant, j'ai de la misère à m'asseoir devant la télé parce que je fais juste comme analyser les plans, les styles de caméra, les styles d'angle, les styles de la colo, puis là, comment ils ont fait ça. Comment ils ont fait ça narrativement. Puis là, je deviens comme je overthink vraiment le contenu que j'écoute. C'est très fatigant. Fait que c'est sûr que j'écoute vraiment plus autant de YouTube qu'avant, mais c'est la vie. Laissez vos suggestions coup de cœur dans les commentaires. Il me fera plaisir de découvrir de nouvelles personnes et sinon, ben vous, ça vous fait des listes dans les commentaires que vous pouvez aller découvrir. Ce que je mange dans une journée végé. Très intéressant. Je fais jamais de contenu là-dessus parce que je me dis, mais qui ça intéresse? On s'en fout. Vrai, moi, j'adore quand les gens le font, le pire, mais j'aime pas le faire moi-même. C'est parce que je pense que je mange tout le temps la même affaire, puis ça serait pas très passionnant. Les recettes que je fais, vous les voyez 290 fois par vlog. La semaine passée, j'ai sorti un vlog dans lequel je mangeais 3 fois la même chose. C'est quand même... Ça me représente bien, là. Fait que je mange énormément de variations sur le même thème, c'est-à-dire des nouilles. Donc, ça peut être du riz, ça peut être des nouilles, ça peut être très rarement des pâtes. Fait que plus comme des nouilles ou du riz.
genre nouilles udon, nouilles ramen, nouilles orientales quelconque et du riz. Nouilles soba, j'adore ça. Une protéine, donc souvent ça va être du tofu, que je cuis même pas. Littéralement, je fais juste mettre des cubes de tofu dans l'assiette. Et des légumes, donc souvent des légumes verts, des pois, des edamame, n'importe quoi, des zucchini, n'importe quoi qui est en spécial à l'épicerie. Je fais bouillir ça, souvent je bouille, je mets ça dans mon assiette. Et j'adore les petites sauces, style sauce soya, vinaigre de riz. Je mets ça là-dessus, bing bang. Ça, c'est comme mon repas typique. Sinon, j'ai découvert le congee récemment que j'adore, qui est comme un pudding de riz. Je trouve ça délicieux, j'adore. J'aime énormément les champignons. Je mange beaucoup de champignons. On aime les soupes, Alexandre et moi. On est des fans de soupe. Sinon, j'aime beaucoup le yogourt. Tous les matins, systématiquement, je mange un yogourt dans lequel je mets du sirop d'érable ou du miel. Je mets des camerises ou des fruits congelés quelconques, ceux en spécial souvent. Du beurre d'arachide que je mange non transformé, là, juste du beurre d'arachide premier degré, bio, blablabla. Je mange ça tous les matins depuis des années. Il faut que mon yogourt, ce soit le Liberté 0% sans lactose. C'est tous les matins. Sinon, pour le dîner-souper, c'est tout le temps une variation. Comme je vous dis, soit une soupe. Des fois, je fais des genres de couscous. J'adore le spaghetti. Je fais une sauce à spag végé trop bonne. Ça, je pourrais vous montrer ma recette. C'est la recette de ma mère que j'ai copiée, qui est délicieuse. Je la fais avec sauce tomate quelconque et je prends du sans viande, donc de la protéine végétale texturée qu'on vient ajouter. Puis ça donne vraiment le côté satisfaisant de la sauce à spag keb comme on l'aime. As-tu des inspirations tricot ces temps-ci? Si j'ai retrouvé l'inspiration tricot, je pense que j'avais parlé sur Instagram du fait que j'étais un peu perdue. J'ai pas vraiment retrouvé l'inspiration tricot, non. Vous allez voir ça dans 2 jours. Donc, non, je penserais pas que ça va être revenu à ce moment-là non plus. Je me laisse le temps. J'ai eu une semaine tellement chargée que j'ai pas eu le temps de m'arranger pour retrouver l'inspiration, mais la semaine prochaine, Pix et moi, on s'en va en retraite créative dans un chalet, donc exclusivité. J'espère retrouver l'inspiration à ce moment-là parce qu'on s'en va travailler sur un projet spécifique. Vous allez en savoir plus à ce moment-là parce que je vais évidemment vlogger le week-end. Fait que j'espère que ça va être à ce moment-là que ça va se passer. Comment mettre un frein aux différentes passions lorsqu'on est dans un élan addictif? Quelle bonne question. Je ne sais pas. Moi, ça m'est arrivé plus au début. Je pense que maintenant, je suis vraiment plus modérée là-dessus. Je vais donner un exemple. Quand j'ai commencé le tricot, j'étais folle. Et je sais que vous allez comprendre ce que je veux dire. J'étais obsédée, là. C'était comme, je pouvais pas m'arrêter de consommer du contenu sur le tricot. Je pouvais pas m'arrêter de penser au tricot, de tricoter, d'acheter de la laine, de tout vouloir contrôler, tout connaître. Je voulais tout faire, je voulais tout tricoter. Chaque fois que je voyais un chandail tricoté, je me mettais à crier, là. Tu sais, c'était comme, j'avais vraiment trouvé quelque chose qui me plaisait. Et ça a ouvert comme une porte de dépenses absolument monumentales, ce que je regrette. Je sais pas si je regrette, mais j'ai clairement exagéré. J'étais allée au-delà, bien au-delà de ce que j'avais besoin. Et je me souviens qu'un des premiers moments où j'ai fait comme « Hey, là, ça n'a pas de bon sens », c'est quand j'ai commencé à faire la même chose avec le filage. Et ça faisait peut-être 1 an que je tricotais à ce moment-là, puis le filage est comme devenu un peu à la mode, là. Je me souviens, quand je dis que c'est devenu à la mode, je veux dire que toutes les podcasteuses tricot s'étaient mis à faire du filage. Puis là, je m'étais dit, il faut que je fasse du filage. J'avais aucun retour sur les phénomènes trendy. Il y avait rien en moi qui faisait comme, un instant, veux-tu faire du filage? Qu'est-ce que ça implique, le filage, tu sais? J'avais tout acheté. J'avais acheté un beau fuseau. J'avais acheté plein de fibres. J'avais acheté un rouet. Puis là, ça partait. Je me souviens me dire, wow. Parce que, un moment donné, là, où tu vas mettre tout ça, là? Qu'est-ce que tu fais, là? C'est rendu ça que je me dis, là, ça va traîner, là. Je me sens envahie avant même de me lancer dans une nouvelle passion. Alors, ce que je fais maintenant, c'est de garder ça petit au début et de me laisser évoluer dans la passion. Je vais te donner l'exemple du journaling, là. Là, j'ai décidé que je voulais commencer ça. Avant, je me serais garochée sur un site de papeterie, j'aurais dépensé 500$, tout serait arrivé et j'aurais jamais pu toucher à mes affaires de journaling. Quand on est trop sur des highs, on n'est pas réaliste avec nous-mêmes, on exagère, puis là, ça crée une culpabilité, ça crée une pression aussi de performance parce que là, t'es comme, mais là, j'ai dépensé tout ça, il faut que je le fasse, il faut que je sois bonne, ça m'a coûté tellement cher, c'est pas vrai que je serais pas bonne. Et ça, c'est pas une belle zone pour la créativité. Le fait d'avoir cette pression-là de comme vouloir être bonne, pas bon. Alors, ce que je fais maintenant, c'est de garder ça petit. Ce que je veux dire par là, c'est que là, par exemple, pour mes journaux, j'ai pas dépensé vraiment. J'ai commandé 3 petits cahiers, ça m'a coûté 15$. J'attends qu'elles arrivent. Pix m'a gentiment
créer une pochette en cuir que je vais pouvoir utiliser et je vais me laisser le temps de développer mon goût, mon système, de voir ce dont j'ai besoin dans ma propre pratique. Donc, pas acheter juste ce que les autres utilisent, mais de voir qu'est-ce que moi j'ai envie d'avoir, puis laisser le désir s'installer. Je pense que ce serait un de mes conseils. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est abstrait? Je l'ignore. Mais voilà, mon conseil. Quelle partie du design préfères-tu? C'est la partie design. C'est toute la partie conceptualisation. Je pourrais rester dans cette phase pendant des années, je pense. J'ai l'impression que ça paraît sur ma chaîne parce que je peux tricoter la même affaire en changeant des petites affaires de millimètres. Je peux faire la même chose 800 fois à répétition jusqu'à temps que ce soit parfait. Donc moi, c'est cette quête de la perfection. Au sens un peu flou, là, dans le sens que je sais que c'est jamais parfait, mais c'est cette espèce de quête de comme rendre justice, rendre vivant ce que j'ai dans ma tête. Ça, là, j'adore. Puis quand ça fonctionne, quand j'arrive au résultat, là, c'est l'euphorie. J'adore ce sentiment. Sauf que le défaut, et là, je suis un peu dans la partie plate de ça, c'est que après on est comme plongé dans une errance. Parce que là, j'attends une nouvelle idée, j'attends un peu de comme me stimuler pour relancer un processus qui vient d'achever avec le pull Lulu, qui est full un bon exemple parce que je voulais tellement atteindre quelque chose. J'en ai tricoté plusieurs et tout. Puis quand j'ai terminé ma version rouge à Noël, que je l'ai essayée puis que j'ai vu à quel point ça avait porté fruit à quelque part parce que malgré l'immense simplicité du pull, il est exactement ce que je voulais. Ça, là, ça me procure une immense joie. Puis je pense que c'est pour ça que j'aime autant le design, parce que j'ai comme un contrôle des éléments que j'ai pas quand je fais les patrons des autres. Il y avait une question que j'ai trouvée vraiment intéressante aussi sur que je thrift, donc ce que je trouve à la friperie, combien de morceaux je garde réellement. C'est rare que je vais faire des sacs à donner. Ça arrive des fois. J'ai comme un rapport mitigé à ça, dans le sens que je vais plus de temps en friperie. Dernièrement, ça fait longtemps que je suis pas allée. Des fois, j'y vais, tu sais, j'arrête en passant, je trouve un ou deux trucs, mais ça fait longtemps que j'ai pas trouvé des vêtements. En soi, j'en ai beaucoup, des vêtements. J'ai beaucoup de robes, j'ai beaucoup de trucs, ça m'envahit. Donc, voilà. Mais en même temps, j'ai comme un côté un peu costumier chez moi. J'ai comme des pièces de collection là, que je veux pas me départir. Même si je les mets pas nécessairement, il y a des trucs des années 70, des années 80 que je vais garder là, de manière réaliste. Mais sinon, je garde tout. Je porte pas mal tous mes vêtements, sauf les trucs plus de collection, comme je vous dis. Comment planifier la décoration de sa maison? Quelle belle question. Quand je suis arrivée dans ma maison, j'ai vécu un drame. C'est-à-dire que c'était pas beau immédiatement et c'est toujours pas la maison de mes rêves. Je vais pas trop rentrer dans l'aspect de maison parce que j'ai l'intention de faire des vidéos sur la question de la déco dans ma maison. L'année passée, j'ai sorti un house tour, puis j'ai envie cette année d'en refaire un pour qu'on puisse voir un à côté de l'autre, tout ce qui a évolué dans la maison. Mais d'emblée, vite comme ça, je dirais que la première chose que moi je ferais si j'arrivais dans un nouvel endroit qui est pas du tout à mon goût, ce serait de changer immédiatement les éclairages. Donc, ce serait ma première intervention, enlever toutes les lumières LED, les remplacer par des trucs vintage qu'on trouve à la friperie. Moi, tout l'éclairage que j'ai ici, je l'ai trouvé seconde main. Quand même facile de trouver des trucs intéressants. C'est aussi facile de trouver des trucs pas trop chers qui vont faire mieux la job que les éclairages modernes qui sont souvent affreux. Il y en a des beaux, évidemment, mais c'est plus rare. Sinon, la peinture, c'est un autre truc qui peut aider vite. Je l'ai toujours pas fait ici en raison des plafonds cathédrales qui nous découragent vraiment, mais cette année, on aimerait ça. Puis après ça, c'est d'accepter que ça va être long. Ça va être lent comme processus. Moi, je commence là à un peu aimer ça. Ma maison, je trouve qu'on s'en vient dans un bel environnement. Ça commence à me ressembler à nos goûts, à ressembler à ce que j'aime. Il y a plein de trucs que j'aime pas, notamment parce que c'est une maison très moderne qui a été construite en 2017, je pense. Fait qu'il n'y a pas du tout de cachet. Et c'est ce que j'essaie d'apporter en remplaçant tout ce qui est blanc par quelque chose en bois. C'est ma direction en ce moment. J'enlève tout le blanc pour remplacer par du bois. On vient de changer nos comptoirs en mélamine pour des comptoirs en bois. On change nos armoires, etc., etc. Ça aide à venir donner comme de la chaleur, de la profondeur. Puis après ça, c'est toute la manière dont on va inscrire notre personnalité dans le décor. Je trouve ça tellement intéressant, tellement le fun aussi à faire puis à développer, parce que je pense que tant qu'on n'est pas dans l'espace lui-même, on peut pas full contrôler ce dont il va avoir l'air. Il faut comme juste prendre le temps, puis c'est long, puis c'est pas grave, c'est le fun que ce soit long, c'est un processus comme se faire des vêtements au tricot.
On veut pas un truc instantané, on veut encore une fois, laisser croître le désir. Je pense que ce serait, encore une fois, mon conseil. Parce que quand on comprend ce dont on manque, quand on comprend ce dont on a besoin, ben on peut faire des choix plus éclairés. C'est ça l'idée, en fait, c'est d'intégrer tout ce qu'on intègre matériellement dans notre vie, on veut vouloir le garder. Sauf que si vous savez pas pourquoi vous l'intégrez, vous allez pas le garder, ou ça va être moins important pour vous de le garder. Fait que c'est comme ce rapport-là, moi, que j'essaie de développer envers tout ce que j'intègre dans ma maison. Alors, dernière question, parce que là, ça commence à s'éterniser. Comment s'est passée ta course du 28 décembre? En fait, il y a plusieurs questions. OK, je vais faire le tour de ces questions-là, puis après ça va être tout. Donc, comment s'est passée ta course du 28 décembre? Elle s'est très bien passée. Je m'étais donné l'objectif de courir 10 km le 28 décembre dernier, ce que je fis. J'ai pas recouru encore. À suivre. Non, sans blague, je vous parle pas beaucoup de sport parce que c'est délicat comme sujet, je trouve. Parce que j'en parle quand ça me tente, puis des fois, ça me tente pas. Je sais aussi que c'est une zone très sensible pour beaucoup de gens, puis je comprends ça parce que ça a été vraiment beaucoup pour moi aussi. Fait que j'ai pas envie de mettre quelqu'un dans une situation d'inconfort. Par exemple, tu veux écouter une vidéo de tricot, puis là, finalement, c'est genre du sport, puis c'est plate, c'est comme... Je suis pas vraiment sûre à quel point c'est intéressant, alors que, ironiquement, j'écoute énormément de contenu sur le sport. Comme dans mes youtubeurs préférés, il y a genre Eric Flagg, qui est un Suisse qui fait du sport. Clairement, ça m'intéresse, mais on dirait que je suis pas sûre que ça intéresse mon audience, fait que j'ai pas vraiment le réflexe de vous en parler, puis c'est aussi pas du tout le cœur de mon contenu, ça le sera jamais, fait que je suis comme toujours un peu comme peut-être que ça appartient à ma vie personnelle, mais pas parce que je veux pas en parler, mais vraiment juste parce que j'ai pas l'impression que ça intéresserait vraiment mon audience. Mais vous pouvez me dire là, si jamais j'ai aussi arrêté de conserver mes statistiques. Donc, je porte plus de montre sportive. Je l'ai faite pendant longtemps. J'étais obsédée par toutes mes stats. Là, je m'en contrebalance. Je porte plus de montre, donc je sais plus mon rythme de course. Je regarde l'heure, puis that's it. Ça m'a beaucoup aidé de pratiquer le sport comme ça, mais ça fait que j'ai plus de stats sur Strava, j'ai plus rien qui témoigne, en fait, de mes activités sportives. Je trouve ça intéressant comme approche, mais aussi peut-être pas tant intéressant, justement, parce que là, il y a rien à communiquer, finalement. Pourquoi ce pseudonyme? Je l'ai eu à peu près 90 fois aussi, la question. J'y ai répondu souvent, mais pour faire vite, ça vient, en fait, du fait que j'avais jadis un projet qui s'appelait Robin Colère, qui était un projet de musique pour enfants. Ce projet est mort et j'ai décidé de récupérer le pseudonyme, donc le Colère de Robin Colère, pour créer Rebecca Colère. Et à ce moment-là, en fait, c'était les tricots Colère au début parce que je voulais que mon podcast tricot, à la base, appartienne un peu à l'univers de Robin Colère. Donc, il était comme tout un projet pour enfants, là, finalement. Ça va appartenir au même univers. Dans ma tête, j'allais avoir 4 abonnés et personne qui l'écoutait sauf ma mère. Finalement, ça a grossi et je me suis retrouvée avec le nom Colère. Parce qu'en fait, quand j'ai réalisé que je voulais faire du contenu lifestyle aussi, je voulais faire des vlogs, tu sais, je voulais pas juste faire du tricot. Le fait qu'il y ait tricot dans mon nom, c'était comme pas la meilleure idée, donc je me suis enlevé ça. Je suis devenue Rebecca Colère et finalement, c'est Rebecca Colère. Parce que la personne dit comment la colère a-t-elle fait sa place jusque dans ton identité virtuelle, mais c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Finalement, c'est vraiment juste comme c'était le nom d'un personnage. C'était le nom d'un personnage de conte. Puis finalement, c'est devenu le nom de mon YouTube. Sur la sobriété, j'ai répondu. C'est peut-être niaiseux, mais êtes-vous mariés? On a toujours cette question. Êtes-vous mariés? On n'est pas mariés. On dit mon mari et ma femme parce que ça nous fait rigoler, je crois, mais on n'est pas mariés, ni officiellement fiancés. J'ai pas de bague de fiançailles. Quelqu'un demande c'est quoi notre projet réno pour 2026? Ça va être... on en a plein. Le gros projet, ça va être de peinturer la maison et de refaire les portes d'armoire. Alex va les faire lui-même. On va essayer de documenter sur sa chaîne à lui, par contre, je m'en viens fatiguée. On va documenter sur sa chaîne à lui. Voilà, c'est tout. OK, merci d'avoir été là. À bientôt.